Je suis Justine Morel et vous écoutez le rapport du légiste, le podcast d'Egora qui revient sur les grandes affaires médico-légales. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Bernard Marc. À 63 ans, il est chef de service de l'unité médico-judiciaire du Grand Hôpital de l'Est francilien, le GEF, et responsable de l'unité médico-judiciaire du Centre hospitalier de Compiègne. Pour Egora, il revient sur une affaire marquante de sa carrière, l'affaire Maude Maréchal. « 13 mai 2013, dans un quartier pavillonnaire de Lagny-sur-Marne, à 30 km à l'est de Paris, Maude Maréchal passe la soirée avec ses amis et son frère Nicolas. La jeune femme de 21 ans, serveuse dans un restaurant, ne travaille pas le lendemain et compte bien en profiter. De sa bande, elle est la dernière à partir cette nuit-là, vers 2h30. La maison de ses parents n'est située qu'à 5 minutes de marche et elle connaît bien le quartier, réputé tranquille. Pas de quoi s'inquiéter donc. Mais en chemin, elle est aspergée d'essence et brûlée vive. Son corps sans vie, à moitié calciné sur un trottoir, est découvert au petit matin, vers 6h, par un travailleur matinal. Il alerte alors la police, qui se rend immédiatement sur place. Interrogés, les voisins affirment n'avoir rien vu. Seuls quelques habitants auraient entendu des cris de femmes au milieu de la nuit. Le docteur Bernard Marc est de garde ce jour-là, à l'unité médico-judiciaire du GEF. Il reçoit un appel et doit se rendre sur la scène de crime. Je prends donc le véhicule de service, je sors de ma garde et je me déplace de l'unité médico-judiciaire vers la scène de crime. Scène de crime qui consiste en plusieurs rues, puisque on va avoir un point de départ d'une carbonisation et puis des pas qui sont marqués, puisque à chaque pas, il y a des traces de suie. Et à l'angle d'une rue effondrée, il y a le corps d'une jeune femme qui est là, tombée au sol, sur le trottoir. Il y a là tous les enquêteurs, la police technique et scientifique. Et on est les premiers donc à visualiser cette scène. Alors, elle est très particulière cette scène parce qu'on voit parfaitement ce qui s'est passé. On le voit sur le sol. Il y a même un moment où les marques au sol tournent sur elles-mêmes. On imagine la personne en feu tournant sur elle-même. Donc on sait qu'elle était parfaitement vivante au moment où elle s'est transformée en torche. On suit l'agonie de la personne. Et puis elle est particulièrement violente, cette scène, parce que c'est une très jeune femme et que les lésions, la destruction du corps, elle n'est que partielle. Il y a la tête qui est très abîmée, il y a le haut du tronc, il y a le dos. C'est une jeune fille qui est en short et avec des jambes blanches d'une jeune femme. Et il y a ce choc entre la jeunesse, la fraîcheur du bas du corps et puis cette extrême violence dans cette partie. Quelque chose qui est très difficile à voir, un petit peu comme une carte joker avec deux faces. Quand on voit des corps, on est habitué à voir des corps dégradés, mais le corps est dégradé dans son intégralité. Quelqu'un qui a heurté un train ou qui a été écrasé par un poids lourd, c'est pas un aspect très sympathique, mais le corps entier est abîmé et on a une notion qu'on observe un corps. Et là, on observe à la fois un corps et une personne, une espèce de dualité assez difficile à prendre. D'autant plus que, je donne mes impressions, mais le lieu est un endroit de calme, de tranquillité, c'est un petit environnement pavillonnaire, il n'y a pas de bruit, il y a quelques chants d'oiseaux, c'est très calme et c'est ultra violent en même temps. Et puis, il y a un téléphone qui est pas loin, il y a un sac, il y a encore ses chaussures aux pieds. On voit la vie qui s'est terriblement arrêtée et avec une phase de souffrance qui est extrêmement violente. Alors, ce qui est tout à fait terrible, c'est que le corps est identifiable, il est
très abîmé, mais n'est pas détruit. Donc on peut identifier, on voit bien que c'est une jeune femme. Il y a quelques mèches de cheveux qui restent encore. Donc on sait que l'identification va être facile. Il y a ces papiers, on va remonter. Et on sait déjà, vu la violence, vu l'endroit, que ça ne peut pas être un crime d'occasion. Elle n'est pas dans un mauvais endroit. Elle n'est pas dans un endroit où elle a pu être agressée pour la voler. Elle a encore ses affaires. Donc qui l'attend à 3 heures du matin dans un quartier ultra calme où elle est simplement en train de revenir de chez elle, enfin vers chez elle, qui est capable d'être là et qui est capable d'avoir prémédité ça, parce que c'est évidemment pas une rencontre fortuite. On ne fait pas une rencontre fortuite en ayant pris un bidon d'essence, un briquet, et en étant prêt à faire des violences de ce type-là. Elles sont extrêmement prévues, organisées, réfléchies, terriblement réfléchies. Donc c'est un prédateur qui est là et qui spécifiquement va attendre cette jeune femme. Le corps va ensuite être conduit pour l'autopsie. L'autopsie va réapporter les éléments de conclusion. On va retrouver des lésions de brûlure, l'inhalation des fumées, mais tout ça est dans les choses qu'on avait dès le départ. Bien évidemment, les traces ADN sont autour. Sur un corps brûlé, même si la personne a été tenue par les bras, où l'ADN de l'auteur, l'ADN de contact a disparu, comme les vêtements, tout ça, ça a été brûlé, carbonisé même. Donc on va chercher tous les éléments, et cette scène de crime, elle a été très très longue, parce qu'on a cherché un mégot, une trace de pas, tout élément qui pouvait donner trace d'un auteur. Bien évidemment, c'est là-dessus qu'on va essayer d'avoir les éléments. Donc c'est le tout premier temps qui là est absolument fondamental. L'autopsie n'apportant que la confirmation de quelque chose qui est évident. Tout le monde a vu que la personne est morte malheureusement, brûlée vive. Il n'y a pas d'autres termes. Et puis l'affaire ne donne pas de suite, ou en tout cas n'arrive pas à porter fruit, et on part dans le temps long jusqu'en 2021. Et 2021, je suis contacté par des gens à qui j'ai apporté mon concours pour des aides techniques pour des films, dont Par vite et revient tard de Régis Varnier, par exemple, ou L'Immortel de Richard Berry, ou les gens qui font des décors, produisent des décors en résine, sollicitent l'avis d'un médecin légiste pour des éléments. Donc on me demande de regarder, il va y avoir des scènes d'enquêteurs, on me demande de regarder, vérifier que les procès-verbaux soient faits comme dans une enquête, voilà, qu'on ait des éléments, ce qui va être sur la table pour quelques éléments d'image. Et on me demande si j'aurais éventuellement des illustrations, des photos, des choses qui pourraient correspondre à un corps qui a été brûlé partiellement, juste sur le haut du corps. Et là, à chaque fois plus on me pose de questions, plus cette histoire me revient véritablement à l'esprit. Et je demande sur quoi il se base. Il me dit qu'il se base sur c'est une adaptation d'un roman d'une journaliste qui a suivi la police judiciaire de Seine-et-Marne. Et je dis écoutez, j'ai plus que ces éléments-là, c'est moi qui ai fait la scène de crime, c'est moi qui étais le premier intervenant technique, c'est moi qui ai vu le corps, c'est moi qui peux vous raconter les choses. Ce qui a mis une sorte de grand émoi dans la production, parce qu'on passait de gens vraiment à demander un élément de décor ou quelque chose qui était très anecdotique, qui permet d'avoir le nom tout à la fin du générique, mais vraiment pour ceux qui quittent le cinéma en tout dernier. Donc le film a pris une autre dimension à ce moment-là. C'est la nuit du 12, que Dominique Moll a fait, a changé de département, puisque le film est en Savoie. Mais les premières images et les images où on retrouve le corps sont les images absolument réelles.
ou en tout cas sorti du réel, puisque sur schéma, on a reproduit ça. On a vérifié la véracité et les éléments sont parfaitement véridiques. On a espéré à un moment qu'avec le succès du film, avec le bruit autour, des choses qui puissent remonter. Mais j'ai crainte qu'avec une telle préparation d'un auteur très organisé, systématisé, volontaire, cherchant sa victime, etc., il garde ça très très profondément, presque aussi profondément que le meurtrier d'Angélique du Metz. Mais peut-être, un jour, par hasard, retrouvera-t-on la tenue qu'il avait. On peut imaginer, au point de vue criminologique, par une sorte de fétichisme meurtrier, les garder, les gants qu'il avait ce jour-là, ou la tenue qu'il avait ce jour-là. Peut-être le récit d'une compagne auquel l'homme va se confier, dire des choses plus tard. On aura peut-être, j'espère, résolution de ce cas. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait eu cette mort terrible sans qu'il y ait une réponse. Ça rentre dans les grands regrets d'une carrière, mais on espère que la réponse va pouvoir être donnée à la famille de cette jeune femme. Dans ce dossier, plusieurs pistes ont été envisagées par les enquêteurs. La vengeance d'un ex-petit ami, d'un prétendant éconduit ou même d'une camarade jalouse, mais rien de très probant. Aujourd'hui, ce dossier est toujours ouvert. Il a été transféré au pôle Cold Case du tribunal judiciaire de Nanterre en septembre 2023. C'était le rapport du légiste, un podcast à retrouver sur egora.fr, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à donner vos avis en commentaire et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute.